Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes très heureux de vous avoir ici sur EDEM TV officiel. Nous sommes venus certainement assister à une conférence qui est organisée par le ministre Tony Mwaba, mais aussi discuter avec le journaliste John Lungila sur certaines questions, notamment d'actualité politique. Mais nous nous sommes dit que nous allons poser une belle question qui est: est-ce que le président Félix Tshisekedi, pour réussir à son mandat, il faudrait un renouvellement de la classe politique ou il faudrait continuer, n'est-ce pas, avec l'ancienne classe politique? Qu'est-ce qui bloque le président Félix Tshisekedi à pouvoir réussir? Il ne lui reste que pratiquement une année, quelques mois. Est-ce que le président Félix Tshisekedi sera encore une fois de plus réélu? Nous allons en discuter avec un des journalistes connus en République démocratique du Congo qui, n'est-ce pas, fait un très bon travail, il faut le dire, M. John Lungila. Avec lui, nous allons réfléchir pendant quelques minutes sur cette question et aussi lui poser une petite question sur la petite conférence qui est organisée aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement, M. Tony Mwaba. Bonjour M. John Lungila. Bonjour mon frère, merci beaucoup pour l'invitation. Au moins vous avez pensé à moi aujourd'hui. Nous avons l'habitude de suivre même vos analyses. J'en profite pour vous féliciter. Merci beaucoup. Et je pense que c'est une première, mais ça ne sera pas une dernière. Nous sommes très heureux de vous avoir sur EDEM TV officiel. Nous voulons simplement avoir aussi vos points de vue étant analyste aussi, il faut le dire, vous êtes analyste, vous êtes journaliste, vous réfléchissez sur l'actualité politique de notre pays, vous donnez vos points de vue sur beaucoup de choses qui ne marchent pas en République démocratique du Congo. Mais on voudrait savoir, pour vous étant journaliste, expert dans ces secteurs, qu'est-ce qu'il faut pour le chef de l'État, de pouvoir réussir à son mandat? Est-ce que pour lui, il faudrait un renouvellement de la classe politique ou il faudrait qu'il puisse continuer, n'est-ce pas, avec ceux-là qui ont travaillé, avec notamment Kabila, Mobutu, Kasavubu, etc. Bon, il faut d'abord savoir que le succès d'un mandat repose sur plusieurs choses. Et cela passe non pas seulement par le choix de bons collaborateurs ou le choix des alliés ou des partenaires, mais aussi et surtout par un agenda clairement défini, basé sur deux problèmes identifiés et sur lesquels vous voulez apporter des solutions dans une période donnée. Le chef de l'État a un mandat de 5 ans, il lui reste qu'une année, je peux dire comme ça parce que l'année prochaine est une année électorale et donc il sera aussi de partager. Mais je pense que quand on est président de la République, on ne dépend pas seulement de sa famille biologique, on ne dépend pas seulement de sa famille politique, surtout que pour un pays comme la République démocratique du Congo qui ressemble à un continent, il faut obligatoirement avoir des alliés et des partenaires qui passent évidemment par des alliances politiques pour marcher ensemble dans la matérialisation de la vision. L'UDPS n'a pas gagné seul les élections. L'UDPS n'a pas travaillé seul pour que le chef de l'État soit élu. L'UDPS n'a pas travaillé seul n'a pas la majorité parlementaire. Or, pour que le chef de l'État travaille, il faut une majorité au Parlement. Et cette majorité au Parlement est composée de députés qui ne sont pas issus de sa famille politique. Mais avec ces députés, ils peuvent marcher ensemble par rapport à sa vision politique. Vous avez posé une question politique. Est-ce que pour le chef, il doit renouveler la classe politique ou il peut continuer? D'abord, le chef ne peut pas réinventer les choses. Le chef ne peut pas aller recruter à la maternité où il aura affaire à des nouveau-nés, des gens qui n'ont jamais travaillé, des gens qui n'ont jamais volé, et même des gens qui ne sont pas intelligents. Parce qu'un bébé, il ne maîtrise rien, un bébé ne connaît rien. Le chef est obligé de travailler avec les Congolais qui sont disponibles. Ces Congolais, parmi eux, il y en a qui étaient avec Kabila, il y en a qui étaient avec Mobutu, avec ses prédécesseurs, et même ses adversaires politiques. Le plus important pour moi, je pense que le chef doit d'abord donner la chance à tout le monde, pour éviter de donner l'impression que le pays est pris en otage par un groupe de ceux qui se réclament comme gagnants des élections. Parce que pour moi, remporter une élection ne vous donne pas le pouvoir de faire ce que vous voulez du pays. De dire que comme c'est nous qui avons gagné, donc c'est nous qui gérons, les autres rester à côté. Non, le pays appartient à tout le monde, mais il faut tout simplement recruter des gens qui sont conscients, des patriotes, des gens qui ont le profil, qui ont l'expérience. Vous savez, quand Kabila Joseph est arrivé, et même quand son père était arrivé,
tous n'étaient pas de l'AFDEL. Il y a même certains qui étaient ici à Kinshasa, mais ils ont été recrutés ici. Docteur Sondji n'a pas fait le parcours avec l'AFDEL, mais il a été recruté ici à Kinshasa. Ils sont nombreux qui ont travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila, mais qui n'ont pas nécessairement fait la rébellion avec lui au sein de l'AFDEL. Mais quand il est question de la gestion de la Respublica, je pense qu'il faut mettre de côté des critères d'exclusion. Il faut donner la chance à tous les Congolais qui ont exprimé les vœux de travailler pour le pays, le vœu d'accompagner la vision du président de la République. Mais c'est que moi, je peux déconseiller au président de la République. Vous savez, au départ, le chef de l'État était un anti-Djalelo, était un anti... mais aujourd'hui, le chef semble un peu se laisser emporter par cela. Nous avons maintenant l'habitude de suivre des discours, des déclarations de soutien, des déclarations fantaisistes. Le chef doit rester dans l'essentiel. Aujourd'hui, le chef de l'État sera jugé dans le manger des Congolais. L'éducation des Congolais. Oui, voilà. Mais l'idée était bonne, mais c'est l'application, l'exécution qui a posé problème. Vous savez que notre pays ne produit pas. Nous ne produisons rien. Nous ne produisons pas les chinchas. Nous ne produisons pas le riz. Nous ne produisons pas de maïs. On ne produit. Nous sommes un pays qui ne produit pas. Nous sommes un pays pour manger, il faut tout importer. Voilà. Et donc, nous ne pouvons pas prendre des décisions dans le sens d'imposer aux opérateurs économiques, surtout quand nous savons que ces opérateurs économiques font face à des taxes et d'autres frais fiscaux qu'il faut payer pour exercer. Et donc, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Le chef doit accepter le sacrifice, et tout le monde, nous devons accepter le sacrifice pour permettre au pays d'abord de commencer à produire, parce que nous ne produisons pas. Si vous allez aujourd'hui en Turquie, où le chef venait d'effectuer une visite, mais les Turcs mangent ce qui est produit en Turquie. Vous avez aussi et donc, être là, vous avez fait un travail d'investigation. La première des choses que le chef doit penser à résoudre, c'est le manger des Congolais. Quand le chef se réveille le matin, il doit se poser une question. Est-ce que tous les Congolais ont pris leur petit déjeuner? Le petit déjeuner, c'est autour de quoi? C'est autour du pain. C'est autour de la charcuterie. C'est autour du lait. C'est autour du sucre. C'est ça le petit déjeuner. Est-ce que le Congolais le matin est en mesure d'avoir du sucre, du lait, du pain, un peu de charcuterie pour prendre son petit déjeuner? À 12 heures, est-ce que le Congolais ont mangé? Le soir, ainsi de suite. C'est ça la première des questions. Et à cette question, le chef doit tout faire pour trouver des réponses au petit déjeuner des Congolais, au petit repas des Congolais. Et la deuxième des choses, c'est l'éducation. Vous savez que sans l'éducation, nous sommes appelés, voués à l'échec. Il faut une éducation de qualité. C'est vrai, le chef de l'État a misé sur la gratuité de l'enseignement, qui marche avec beaucoup de difficultés. Nous saluons ici l'engagement et la détermination du ministre actuel qui se bat, qui réunit ciel et terre pour que les choses marchent. Mais je pense qu'il faut encore beaucoup d'efforts. Et l'effort au niveau de l'éducation passe par le moyen. Sans moyen, l'éducation ne sera jamais de qualité. Surtout que nous voulons la gratuité et où l'État prend en charge toutes ses responsabilités. Combien avons-nous réservé pour l'éducation? La session de septembre, elle est là. Elle est budgétaire. On va bientôt voter notre budget. Combien de pourcentage avons-nous réservé pour l'éducation? Tout part d'abord de là. Parce que si on veut une éducation de qualité, on veut que tout le monde soit formé et bien formé, mais on doit commencer par se poser des questions. Combien avons-nous disponibilisé en termes de moyens pour l'éducation? Tout part de là. Au-delà de ça, il y a les tensions politiques. Nous avons les élections, nous avons les agitations politiques, la CENI, le bureau de la CENI qui pose problème. Vous savez qu'aujourd'hui, moi j'ai dit que le chef de l'État a commis l'erreur de soutenir les désaveux autour de Malonda. De quoi avons-nous reproché à Malonda?
Malonda, c'est un Congolais. Malonda, il avait l'expérience en matière électorale. Malonda pouvait bien faire les choses. Peut-être la crainte, c'était au niveau de ses convictions politiques. Nombreux étaient ceux qui pensaient que Malonda, c'était voilà, FCC avec Nanga et consorts. Mais il faut voir le gouvernement actuel. Il y en a qui ont travaillé avec Kabila. Vous y verrez des gens comme Depius Mwabilou. C'est un kabiliste. Vous n'allez pas me dire le contraire. Il a travaillé avec Kabila. Julien Paloukou, c'est gouverneur, il a travaillé avec Kabila. Ils sont nombreux, Jean-Lucien Boussa, il a travaillé avec Kabila. Ils sont nombreux qui ont travaillé avec Kabila. Tout le monde n'est pas au gouvernement, mais tous ceux kabilistes-là qui ont travaillé avec Joseph, ils sont avec Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout simplement subi le lavage de cerveau. Moi, je pense que c'était possible de garder Malonda et de faire subir à Malonda le lavage de cerveau pour l'adapter aux exigences du moment. Nous avons commis l'erreur de débouter Malonda. Aujourd'hui, on revient encore à la case du départ. Kadima est contesté dans les mêmes conditions que Malonda y était hier. La crise persiste. Et donc, je pense que si l'erreur revient dans votre question sur est-ce que le chef doit renouveler la classe politique ou se contenter de ceux qui ont travaillé avec Kabila. Le chef, le renouvellement, ça ne sera pas le fruit du chef. Le renouvellement, c'est une conviction personnelle. Si je sais que je veux faire route avec Tshisekedi et que Tshisekedi a ses exigences basées sur la politique de la rupture, il suffit tout simplement d'accepter de faire route avec Tshisekedi. Je m'inscris dans la logique de la politique de la rupture. Tous ceux qui ont accepté d'abandonner les mauvaises pratiques pour suivre Jésus, ils sont d'office devenus chrétiens. Vous voyez? Et donc, les renouvellements, non, parce que c'est un grand travail. Il est difficile de gérer le cœur humain. Il est difficile de gérer les ambitions, surtout des acteurs politiques. Mais je pense que le chef a intérêt à donner la chance à tout le monde. À donner la chance à tout le monde. Malonda pouvait mieux faire les choses. Aujourd'hui, Kadima, c'est quelqu'un qu'on reconnaît... Mais pourquoi on critique, quand on critique Kadima, certains disent qu'il est proche de l'IDPS et qu'il vient de l'IDPS et tout ça. Ouais, en fait, le problème avec Malonda, c'est quoi exactement? Le problème ici, c'est Pardon, avec Kazadi, mais c'est là où le problème se pose. Quand je regarde M. Eric, je dois vous regarder par rapport aux capacités que vous avez. Je ne peux pas vous regarder par rapport à la dimension de votre tête ou de votre taille. Non. Ou par rapport à votre état civil. Vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous êtes congolais. Non, vous êtes de l'IDPS, vous êtes du PPRD, vous êtes congolais. Vous avez l'expertise. Est-ce que vous avez la compétence? Est-ce que vous pouvez aider le pays à organiser de bonnes élections? C'est ça la question fondamentale. Mais quand nous regardons Malonda comme un kabiliste, c'est un critère fantaisiste. Quand nous regardons Kadima, c'est un Tshisekedi, il est de l'IDPS, ce sont des critères fantaisistes. Ça ne peut pas nous permettre d'avancer. Parce que nous allons connaître la même chose. Nous n'aurons jamais un Congolais qui ne milite pas dans un parti politique. On peut refuser Kadima comme on a refusé Malonda, mais nous aurons quelqu'un qui sera peut-être proche d'ensemble, qui sera encore refusé. Nous aurons quelqu'un qui sera peut-être proche de l'Essidé, mais ça va arranger Fayoulou, mais les autres vont refuser. Hier, on avait quelqu'un, entre guillemets, on disait qu'il était proche de Kabila, mais les autres ont refusé. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qu'on dit proche de Tshisekedi, mais les autres refusent. Mais ils seront remplacés par qui? Et c'est là où nous allons perdre du temps. Nous allons perdre du temps, à moins que le chef puisse dire, peu importe les observations des uns et des autres, nous allons faire avec la personne qui va être choisie. Mais c'est aussi ici l'occasion d'interpeller ceux-là qui ont les ambitions de gérer la centrale électorale. Nous ne voulons pas des gens complaisants. Ceux qui viendront publier les résultats, non pas issus des urnes, mais produits par un laboratoire pour satisfaire des agendas politiques. Ils doivent comprendre de la lourde responsabilité qu'ils ont. D'ailleurs, l'opinion, les Congolais ont du mal à faire confiance à la personne qui doit diriger la centrale électorale. Nous avons eu des hommes politiques à la tête. Nous avons eu des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, abbés et consorts. Le problème s'est toujours posé. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, qui
pour diriger la CENI. Et celui-là doivent provenir de quel bord? Je ne sais pas, politique. C'est ça la grande question. Et je pense qu'à un moment donné, la politique repose sur le consensus. Et moi, je voulais rappeler les uns et les autres au consensus. Vous savez que quand on échoue au vote, c'est possible de réussir avec le consensus. Quand le vote prouve ses limites, il faut se mettre autour d'une table, engager un consensus qui va aboutir à une décision qui fera l'unanimité. Et c'est ici l'occasion, l'appel lancé à tout le monde, à tous les acteurs, d'accepter un consensus uniquement autour de la centrale électorale pour nous permettre d'avancer. 2023, c'est dans quelques mois. Et donc, c'est maintenant qu'il faut permettre à la CENI de travailler. Parce que les experts, ils sont nombreux, des spécialistes, des techniciens sur des questions électorales. Certains commencent déjà à tirer les sonnettes d'alarme sur le probable rendez-vous manqué électoral en 2023. Mais il n'y a que la CENI qui est habilitée à nous dire si nous aurons les élections ou pas dans la date prévue. J'ai suivi le chef de l'État devant à la tribune des Nations Unies qui a rassuré le monde qu'en 2023, il y aura élection. Mais ça ne peut pas se limiter seulement au discours, parce que des questions liées à l'organisation des élections ne se résument pas dans un discours. Il faut mettre en place la CENI. Il faut préparer le fichier électoral. Il faut élaborer le calendrier, le publier et que ce calendrier soit accepté. C'est encore un autre défi. Et donc c'est maintenant qu'il faut travailler pour que ce que le chef de l'État a dit hier aux États-Unis se concrétise en 2023. Monsieur Martin Fayoulou parle de la dépolitisation de la CENI. Je crois que les 16 ont organisé une marche qui a été réprimée et tout ça. Il y a même un journaliste qui a été tabassé. Ils vont organiser encore la marche, si je ne me trompe pas, entre les 26 ou les 29. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faudrait dépolitiser la CENI? Le concept dépolitisé, ça existe. Est-ce que la CENI est-elle dépolitisée? Quel est votre point de vue? Moi, je pense que c'est une expression politique pour justifier une revendication. La revendication de Fayoulou, je trouve fondée et basée sur la crédibilité des scrutins de 2023. Vous savez qu'il s'est fait passer pour les gagnants de scrutin présidentiel de 2018. Et donc c'est une victime si vous le voulez, qui parle. Et il faut l'écouter avec beaucoup de religion, avec beaucoup d'attention. Ce que Fayoulou dit est fondé parce que pour l'organisation des élections, il faut absolument avoir la confiance de tout le monde. Et Fayoulou, qui connaît quelque chose en matière de fraude, selon lui, fait bien et fait mieux de mener ce combat de maintenant pour que la centrale électorale soit dirigée par des gens intègres. Mais parler de la dépolitisation de la CENI, même le président Fayoulou sait que c'est impossible. Sait que c'est imaginaire. Parce que notre CENI a toujours été politisée. Il est difficile. Même si on décidait aujourd'hui de faire revenir la CENI au ministère de l'Intérieur, à la tête, il y a toujours un politique qui va diriger, qui va décider. Et donc, ne demandez pas à Satan de ne plus exister, malgré la présence des églises. C'est ce que Fayoulou est en train de faire. Donc, nous devons accepter cette composition de CENI telle qu'elle était présentée. Lui-même ne l'a jamais contestée. La politisation de la CENI est fruit de la composition de cette centrale électorale. Il a participé en tant qu'élu au débat sur la composition du bureau de l'équipe dirigeante de la CENI. Donc si Fayoulou veut que nous puissions dépolitiser la CENI, en quelque sorte, il demande que nous puissions renvoyer la loi soit au ministère ou à l'Assemblée nationale, relancer ces débats au niveau de l'Assemblée nationale sur la composition du bureau. Parce que là, il faut mettre de côté les délégués issus de partis politiques. Parce qu'au niveau du bureau, il y a les délégués de partis politiques majoritaires au Parlement, délégués de partis politiques de l'opposition. Vous voyez? Donc, il faut une nouvelle loi pour la gestion de la CENI.
Et est-ce que Fayoulou est en train de tenir compte des conséquences de ce qu'il est en train de demander à travers de multiples marches et le temps que cela peut prendre? Je pense que la conséquence du report, ne souhaitons pas que ça soit, ça puisse venir de l'opposition. L'opposition ferait mieux de prendre des initiatives dans le sens de faire la pression sur le pouvoir pour que le rendez-vous de 2023 soit respecté. Mais si l'opposition est en train de jouer, parce que là on a comme l'impression que Fayoulou est en train de jouer à un jeu du report, mais sans le dire, bien sûr. Mais il faut écouter Fayoulou, il faut analyser ses discours. Il parle du consensus autour des réformes. Du consensus, c'est ce dialogue. Vous savez que, entre nous, soit dit, Fayoulou n'a pas de moyens. Ils sont nombreux qui n'ont pas de moyens pour aller aux élections. Ils sont conscients que pour aller aux élections, il faut avoir le moyen. Sans moyen, vous ne pouvez pas prendre le risque d'affronter Tshisekedi. Vous allez perdre dès le départ. À la première minute, vous serez déjà perdant. Et donc, il faut un dialogue. Et ce dialogue qui va permettre la gestion consensuelle du pays. Le partage des gâteaux. Le partage de gâteaux. Le partage de gâteaux qui va permettre aux uns et aux autres d'intégrer les institutions et de se refaire une santé financière. Mais il revient ici au chef de l'État d'apprécier. Il a la responsabilité d'appréciation. Si le dialogue peut aider aux uns et aux autres de se refaire une santé financière et de faciliter le développement du pays, tant mieux. Mais si le dialogue va servir les intérêts égoïstes et desservir le pays, je pense que le chef de l'État a tout à faire pour lever une option qui sera salvatrice pour le pays et pour le Congolais. Moi, personnellement, je n'exclus pas les dialogues parce que c'est un secours quand on a échoué au vote. Mais je pense que parler du dialogue pendant que nous sommes en train d'avancer démocratiquement, c'est un danger contre les acquis de l'alternance qui ont fait que nous avons aujourd'hui à la tête du pays un opposant historique. Très bien. On va clôturer avec cette dernière thématique. Quel était le but aujourd'hui de l'organisation de cette conférence avec le ministre de l'Enseignement? Ici, il s'agit de assises autour de la promotion scolaire. Vous savez, ça fait 2 années que les acteurs du secteur éducatif se réunissent pour faire une évaluation. On appelle ça revue annuelle. Une évaluation pour identifier les maux qui rongent le secteur, ce qui n'a pas marché pendant l'année et voir dans quelle mesure on peut envisager l'année suivante avec des solutions aux problèmes rencontrés. Et donc ici, ce sont des assises qui mettent ensemble tous les ministres provinciaux de l'éducation, tous les acteurs du secteur, les experts, les mouvements associatifs qui militent dans le secteur, parce qu'on veut réfléchir dans le sens d'identifier les maux qui ont rongé l'éducation, surtout durant les 2 dernières années de la gratuité, et voir dans quelle mesure permettre à l'année scolaire 2021-2022 de connaître un succès et surtout de permettre à la gratuité qui est devenue non négociable d'être pérennisée et de se consolider. Merci. Je crois que vous venez de suivre M. John Lungila, journaliste en République démocratique du Congo. Avec lui, n'est-ce pas, Tomeki a posé ma question, ma thématique, qui a mis pratiquement 2 thématiques. La première, c'était, que faut-il au chef de l'État pour réussir dans le mandat? Est-ce qu'il faut un renouvellement de la classe politique? Il faut continuer à travailler na Mobutu, Kasavubu, Lumumba, Joseph Kabila, M. Laurent Désiré Kabila. Et vous avez suivi ces analyses, ces réflexions par rapport à cette thématique et aussi le collaborateur qui na conférence de presse où qui est animé par le ministre Tony Mwaba, c'est-à-dire il fallait que ça l'état de lieu, il y a le ministère de l'enseignement et également qu'on fixe l'objectif, il y a quoi atteindre dans l'année vous allez vous rappeler que le 5 octobre, Bana, Bazar Zonga, classe, donc rentrée scolaire, et Zonga, donc il fallait aussi réfléchir sur cette question-là, voir comment on fixer l'objectif. Est-ce que gratuité et enseignement, il faut continuer? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a eu à échanger avec John Lungila, PCP Busso,
point de vue par rapport, il y a réflexion. Mais d'abord, on va essayer aussi de réfléchir un petit peu par rapport à cette question qu'on a eu à poser à John Lungi là, sur le chef de l'État. Est-ce que le président de la République doit-il renouveler une classe politique pour accompagner à réussir la vision naïe, ou bien il faut continuer à battre Bazali, les anciens kabylistes, les anciens moboutistes, parce qu'il faut les dire. Que les anciens moboutistes, ils vont accompagner les anciens kabylistes, ils sont encore avec lui. Ils sont dans l'union sacrée, ils vont accompagner. Rappelez-vous, d'abord, quand il est devenu président de la République, il a fait appel avec Nabatou, il fallait accompagner. D'abord, la Constitution a obligé, puisqu'il n'avait pas une majorité bien définie au niveau des assemblées, donc il fallait avoir soit la Constitution dit clairement, soit vous voulez une coalition ou une cohabitation. Mais une cohabitation, c'est très compliqué en fait. Hein? Une cohabitation, c'est très compliqué, mais il fallait maintenant aller dans une coalition. Donc, avec l'FCC, ils se sont mis d'accord, il y a une coalition. Et on sait ce qui est arrivé par rapport à la coalition. Des couacs, des choses très compliquées. Hein? Les gens, qui ont un système machiavélique, il y a quoi appliquer détournement, tout ce que nous connaissons, le vol, l'impunité, l'immoralité, les personnes sans éthique qui ont bloqué les présidents Maramou, tout à niveau cour constitutionnelle, magistrat et tout ça. On a vu tout ça, ça compliquait les présidents de la République. C'est une ancienne majorité. Enfin, c'est des bateaux à Kala. Oui, bazalaki naïe, mais bloqué. Et le président est allé, il a créé une nouvelle coalition qu'on a appelée ça l'Union sacrée. C'est une nouvelle coalition dont on a fait appel à tout le monde, c'est-à-dire dans l'Union sacrée, qui est une vision du chef de l'État. Ici, on fait appel à accompagner les présidents de la République de réussir dans le mandat. On dit venez et on va travailler ensemble. Ici, on ne fait pas appel à une nouvelle classe politique qui est née. Non. Dans l'Union sacrée, ce n'est pas une nouvelle classe, ce n'est pas un renouvellement de la classe politique qui est née. Non. Mais l'Union sacrée, c'est au fait une coalition nouvelle qui est née, n'est-ce pas, pour au fait, accomplir la vision du chef de l'État qui était empêché dans une coalition FCC cash. Maintenant, ici, le président de la République décide de travailler seul, lui président, mais avec des gens qui vont l'accompagner. Alors que dans l'FCC cash, c'était le président Félix Tshisekedi, président de la République, et l'ancien président ou président honoraire Joseph Kabila. Donc c'est à ce moment-là, c'est-à-dire pour décider sur X, Y, il fallait que Kabila à un certain moment devrait rencontrer Félix Tshisekedi, discuter, soit Félix devrait rencontrer Kabila. Il y avait un partenariat ensemble, puisque Tshisekedi était président, mais n'ayant pas une majorité, alors que Kabila avait une majorité obligée par la Constitution. C'était ça en fait. Mais dans l'Union sacrée, c'est en fait le président qui parle, c'est le président qui a un mot, et les autres sont là pour l'accompagner à réussir mandat naïe. Donc l'union sacrée n'est pas un renouvellement de la classe politique. Mais qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'au sein de l'union sacrée, il y a des choses qui avancent? Est-ce qu'au sein de l'union sacrée, il y a des choses qui ne marchent pas? Et s'il y a des choses qui marchent, ils ont un pourcentage boni. Est-ce que le bloc est au Tambolawana? Et est-ce que c'est la population congolaise? La question fondamentale à se poser. Est-ce que l'union sacrée et c'est la population congolaise, est-ce qu'il y a des choses qui ont marché? S'il y a des choses qui ont marché, Bilo Kango Ezali Nini. Ça, on va en parler. On va essayer un petit peu de réfléchir un peu plus vite pour que toi y vas. Et s'il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a quoi qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourtant qu'on est dans l'union sacrée. Et donc, si ça n'a pas marché, est-ce que le président de la République doit-il renouveler une nouvelle classe politique? C'est-à-dire quitter l'union sacrée, mais créer une nouvelle classe politique pour accompagner à réussir. Donc, il faut continuer dans le système à continuer à toi, le qui a une stratégie moussous. Puisque aujourd'hui, certaines personnes nous disent qu'au sein de l'union sacrée, il y a des problèmes et ils allaient créer. Est-ce que l'union sacrée, réunion na bango, il faut le dire, est-ce qu'il y a des réunions qui sont tenues au niveau de l'union sacrée pour évaluer? C'est vrai, au sein de l'union sacrée, on a un gouvernement qui est là, on appelle ça le gouvernement des warriors, qui est né dans Katia. Il y a structure où on a bazar ou l'union sacrée. Est-ce que dans Katia gouvernement warrior, bazar ou warrior, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Félix doit-il renouveler la classe politique, président de la République, ou doit-il continuer au sein de cette ancienne classe politique, ou continuer à appliquer certaines choses pour imposer leadership naïe? On a suivi John Lungila qui a donné ses points de vue. Pour lui, je vais dire ici les points de John Lungila, journaliste, il a dit pour lui, il ne trouve pas l'importance à ce moment de renouveler la classe politique congolaise.
Pour lui, ce qui me concerne, mais qui renouveler la classe politique dans minute et vous avez un pour lui. Ça va vraiment peser puisque quand on parle de renouvellement, donc il faudrait tout changer. Alors que le Congo, pour le moment, on n'a pas de temps. On n'a pas le temps à perdre. Maintenant, là, on n'a pas le temps à perdre. Puisqu'on a déjà perdu plusieurs moments. On n'a pas le temps de perdre. Donc si on veut renouveler, on va perdre plus de temps. Et quand nous perdons plus de temps, c'est le président Félix Tshisekedi qui perd plus de temps. Plus qu'aujourd'hui, il reste pratiquement avec une année, quelques mois. Il faut le dire, 2022, c'est une année préélectorale. C'est une année où il faut organiser l'élection. Puisqu'il faut le dire, à ce moment, au niveau élection, vous savez, la CENI et tout ça. On est en train de nous préparer, nous sommes en train de nous préparer par rapport à ça. Donc s'il faudrait appliquer les renouvellements de la classe politique dans la minute où, selon John Lungi, là, c'est difficile. Mais non, est-ce qu'il faut continuer avec ceux-là qui ont été avec Kabila, Mobutu, etc. Il dit que ce n'est pas interdit de pouvoir continuer avec ces personnes-là, puisqu'en politique, il faut le dire, il y a des alliances, et Salamaka, et Salami, et Katani, c'est comme ça que ça s'est fait. Pour lui, il faudrait continuer avec cela, mais le président doit être exigeant. Ça, c'est le dire de John Lungi. Le président doit être exigeant. Le président ne doit pas se laisser faire. Le président doit veiller pour réussir dans le mandat. Puisque s'il n'est pas en train d'éveiller ou n'est pas en train de contrôler, c'est lui qui sera le perdant. Il doit contrôler cela. Mais qu'est-ce qui a avancé au sein de l'union sacrée? On va essayer de réfléchir dans le gouvernement et l'union sacrée. Ou dans il y a structure de l'union sacrée. Certainement, il y a beaucoup des avancées dans l'union sacrée. Beaucoup des avancées, notamment, les décisions que M. Zali prises sont de très bonnes décisions qui sont prises au niveau de l'union sacrée. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a la volonté de pouvoir faire avancer beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voyons, il y a ce que nous attendons, synergie des connaissances, des réflexions entre les acteurs politiques qui sont au niveau de l'union sacrée. Nous sentons qu'il y a des avancées, et ça, les Bamakasi, puisqu'au sein de la coalition FCCK, on empêchait les présidents à réussir, on ne voulait pas qu'ils puissent réussir. Comme c'est le rôle de Chibalanzinzi. Unzenza. Vous allez vous rappeler quand Chibala était Premier ministre, c'était Kabila qui faisait tout. Lui, il n'avait pas de décision à prendre. Il devait tout demander au niveau de Kingakati. Lui n'était que payé, il était en train de veiller, de regarder, mais il n'avait pas le monopole ou le pouvoir, surtout étant Premier ministre. Alors que le Premier ministre, il a aussi le pouvoir, c'est lui le patron du gouvernement. Mais il n'avait pas ces pouvoirs-là. Et c'est ce qui a empêché beaucoup de choses. Et on voulait faire du président Félix Tshisekedi la même chose, alors que lui ne voulait pas être comme ça, puisqu'il disait qu'il est le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées. C'est lui qui devait avoir l'autorité sur tout, veiller sur tout. C'est pourquoi Bazoum Benga est chef de l'État. Est-ce qu'il y a des avancées? Oui, il y a eu certainement des avancées. Notamment, Babilo Kebele Toyebi, au niveau de l'Est de la République, vous allez vous rappeler l'état de siège dont le chef de l'État a pris. D'abord, nous vous rappelons même, tant le président Outi Kozala devant les Nations Unies, vous savez les discours qu'il a tenus pour parler notamment de l'état de siège, puisque l'état de siège aujourd'hui a fait que l'insécurité ici, là, au niveau Est, ce sont des avancées au niveau de l'Union sacrée. La baisse de prix des billets d'avion, ce sont des avancées au niveau de l'Union sacrée, chose qui n'avait pas été faite aujourd'hui. La patrouille financière dont l'IGF faisait au salaire matin, midi, soir, ce sont des avancées que nous n'avons pas vues dans la coalition FCC Cash. Ce sont des avancées de l'Union sacrée. La gratuité de l'enseignement, ce sont des avancées au sein de l'Union sacrée. Ça, ce sont des avancées que nous voyons. Mais qu'est-ce qui ne marche pas au sein aussi de l'Union sacrée? Ce qui ne marche pas, c'est quoi? C'est qu'il y a aussi certaines personnes qui sont au sein de l'Union sacrée qui veulent appliquer la même politique qui était appliquée hier par le système Kabila, hier par la coalition FCC Cash. Donc vous avez certains ministres qui ont tenté Koyiba. Et vous avez aussi, au-delà de certains ministres, même certains conseils du chef de l'État au bazar le président de la République. Le président a vraiment une volonté immense de vouloir faire avancer le Congo, mais il y a des choses qui n'avancent pas puisqu'il y a des gens qui veulent appliquer la même politique. Notamment, vous avez certains conseils du chef de l'État au bazar Bimalabami Tukanabango, TX, etc., comme président de la République, avant la capella. Namutuka est président de la République, et les gens voient le conseil chef de l'État na capella. Vous avez le conseil chef de l'État à montré à 300 000 $. Et en faisant n'importe quoi, ce sont des choses qu'on appelle des antivaleurs qui font en sorte qu'il est bloqué sous machine comme étant union sacrée, dont les personnes voient que c'est vrai que le président va travailler pour que le Congo change. Mais l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise est comme une année et on y travaille certainement. Mais quand vous avez certains ministres, certains conseillers,
n'est-ce pas, qui applique cette politique pendant que le peuple est encore appauvri, et ça fait mal, et certaines personnes vont dire que Batouana ne baza koya kolia mbongo. Vous avez certaines structures, et Zali n'a qu'à union sacrée. Par exemple, l'autre fois, lorsque nous avons réussi quelqu'un ici, au Azali, l'un qui a travaillé avec Olingankoué, il vous parle par exemple du CNSA qui consomme inutilement de l'argent dans l'État. Les gens sont payés dans les 5 000 $, dans les 4 000 $. Cet argent va où? Est-ce que cet argent est à bénéficier dans le peuple congolais? Non. Au sein de l'Union sacrée, il y a aussi des gens qui appliquent une mauvaise politique. Notamment, vous avez Gentini Ngobila, dont la Mouka va demander la marche. Elle est constitutionnelle. Au lieu de pouvoir prendre acte de cette marche, pour la Simbi M. Martin Fayou, puisqu'on savait clair que ceux qui Fayou la qui marche, il n'a réussi. Il n'a pas la population, il n'a pas de moyens à accompagner Batou. Mais au lieu Simbi Saye touche à Tika Fayoulou à la marche, il va interdire la marche à M. Fayoulou pour que les gens voient la même chose qui s'appliquait à l'époque de Kabila. Non, Félix Tshisekedi est de mèche avec M. Kabila et il applique la même politique. Alors que le président de la République n'a pas voulu appliquer certainement ces choses-là, puisqu'il dit aujourd'hui qu'il est démocrate. Il faut qu'il y ait la liberté de l'expression, la liberté de l'opinion. Mais vous avez certaines personnes au sein de l'Union sacrée qui appliquent cette même politique-là pour salir l'image du chef de l'État. Ce n'est pas au chef de l'État de prendre acte d'une marche. C'est au gouverneur. Puisqu'on dit ici que ceux qui veulent organiser la marche vont informer le gouverneur. Et le gouverneur n'a pas le droit de pouvoir autoriser ni refuser la marche. Il a le pouvoir de prendre acte de Yakoye Baete, marche qu'on a tel jour sécurisée. Si on avait laissé M. Fayoulou faire cette marche-là, il n'allait pas réussir puisqu'il n'a pas la masse. Et les gars, à ce moment-là, il devrait comprendre que Baza Moukié. Puisque même dans cette vidéo, tu as 3-4 personnes alors que lui voulait sortir. Et aujourd'hui, les gens savent, la population a été, fallu un dialogue, puisqu'il va se retrouver, il n'a pas de moyens. Je vous dis, si le dialogue n'est pas organisé en 2022, M. Fayou ne sera même pas candidat président, incapable, il ne peut pas l'être. Soit, ils vont vouloir chercher à faire un lobbying pour n'avoir pas payer Mbongo, sera il a reposé candidature, il n'aura pas l'argent pour ça la campagne électorale. Tout ça, nous savons, voilà pourquoi il va vers la marche. Mais en sachant cela, vous étant gouverneur, pourquoi avez-vous interdit? Donc, vous êtes des mèches pour que les gens puissent aussi comprendre que Félix Tshisekedi applique la même politique que Kabila alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai. Vous avez par exemple certains ministres ici, ou le ministre qui a enseignement universitaire, qui va interdire ici, l'université Moussoussou, et ça la faculté médecine Bakangayango, alors qu'il y a des enfants, des étudiants qui ont déjà commencé. Il n'a pas joué à une bonne politique là-dessus. Et quand il y a maintenant la crise qui est en train d'être créée, on ne regardera pas les ministres, on va regarder les chefs de l'État. Quand Gentini Ngobila est incapable d'assainir la ville province de Kinshasa, on ne parlera pas de Gentini Ngobila, on parlera de Félix Tshisekedi. Quand la FEC refuse de baisser les denrées alimentaires, n'est-ce pas? On ne parlera pas du ministre de l'économie, mais on parlera de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui bloque? Il y a certains acteurs politiques au sein de l'Union sacrée qui bloquent. Vous avez certains ministres des Affaires étrangères incapables. D'ailleurs, Toumbanzeza qui était ici, on sentait quand même que c'était une dame. Mais vous avez quelqu'un incapable de faire certaines choses. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce sont ces personnes-là. Donc, il faudrait maintenant au chef de l'État de comprendre ce genre de choses et de jouer à plus de sagesse, puisqu'il n'a qu'aujourd'hui, il en est quelques mois. S'il voudrait gagner les élections futures, il doit aujourd'hui travailler d'arrache-pied de telle sorte qu'à réussir mandat. On a vu ça, je crois, aux États-Unis. Je crois que ça doit être George Bush. Lorsqu'il a senti, si je ne me trompe pas, que l'élection au sein les d'ici peu et qu'il fallait qu'il ait une nouvelle classe politique, il y a Bateau qu'on accompagnait un peu plus vite et il y a l'esprit qu'il possédait, il est arrivé à faire cela. Le président a besoin des gens capables pour nous aider. Le président n'a. Puisqu'il y a des gens qui sont des mèches, qui ont compliqué même le chef de l'État. Plusieurs conseils. Les chefs de l'État, vous avez plusieurs conseils. Plusieurs. Et le chef d'État doit comprendre, puisqu'ici, il ne faudrait pas qu'on soit dans la pitié. Vous êtes chef de l'État, vous avez géré Nation Mobimba. Ce n'est pas puisque vous avez été avec des gens qui vous ont aidé dans la campagne électorale, donc vous devez prendre toute la Belgique, la France et tout ça qui passe là-bas conseiller. Non, non. Il y a des choses redévables devant le peuple congolais. Ce ne sont pas des conseillers, on ne verra même pas Vidi Chimanga. On ne va pas voir, je ne sais pas moi, qui est ton conseiller. C'est vous le chef de l'État. C'est à vous de prendre des décisions. Diminuez, on parle même de la réduction des trains de vie des institutions. Diminuez même le nombre de vos conseillers. C'est important de le faire. Sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés, travailler pour ceux qui doivent, pour le peuple congolais. Et c'est à ce moment-là que les gens vont vous applaudir.
Est-ce qu'il faudrait-il à vous, chef de l'État, un renouvellement des classes politiques pour accomplir ce que vous voulez, puisque vous avez ces soucis-là de pouvoir les faire, ou faudrait-il continuer avec ceux-là qui vous accompagnent, mais qui sont des anciens Kabylistes? C'est vrai, il n'y a pas de chasse à la sorcière. Je crois que Nelson Mandela l'avait fait. Nelson Mandela a pardonné tout le monde. Il a même appelé ceux-là qui l'ont combattu pour travailler avec lui. Et aujourd'hui, si vous voyez l'évolution de l'Afrique du Sud, c'est grâce à cette unité. C'est vrai qu'on peut aller dans ça, mais est-ce que les acteurs politiques congolais sont-ils vrais pour que tout le monde voit mon quoi et malam pour moi changer? Mais vous avez des acteurs congolais, vous allez vrais, qui sont là, qui travaillent jour et nuit. On a vu par exemple Tony Mwaba ici. Juste quand la dossier est mouqué à 16 millions et bima, 16 millions. Les gens se rappellent, à l'enga, m'a dit kolenga. Mais quand on fait des calculs, mon année coûte même pas 1 million de dollars. Et quand on parle de tentative de détournement, il va commencer à créer un dossier véridique. Vous voyez toutes ces choses-là. Le président a besoin de personnes sérieuses qui doivent l'accompagner. Puisque lui-même, le chef de l'État, c'est une personne sérieuse qui veut changer la nation congolaise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voulons aider le chef de l'État à réussir. Et aider le chef de l'État à réussir, c'est lui dire la vérité pour que le Congo puisse aller de l'avant. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que le Dieu bénisse son peuple. Merci.